Donc il faut voir d'où émane la critique et en quoi elle consiste exactement, mais la position du CADTM, c'est de dire arrêtons de parler d'aide au développement. Dans le droit international, il y a une obligation d'aide au développement dans le sens d'organiser des transferts pour rétablir des équilibres. Il y a une obligation des pays les plus riches de la planète de transférer vers le sud des moyens pour qu'ils puissent satisfaire les besoins fondamentaux des populations. Et pour nous, ces transferts renvoient à une sorte de dette des pays du Nord par rapport aux populations du Sud. Il est clair que ceux qui ont dominé, en tout cas, les sociétés du Nord, et donc ça, c'est pas l'ensemble de la population du Nord. Il y a toujours eu une minorité qui a dirigé les choix, qui a pris les choix pour les autres. Mais il est clair que la richesse de l'Europe à partir du XVe siècle, on va dire des grandes découvertes, va être en partie la conséquence d'un pillage des pays du Sud. Et donc, quelque part, il y a des réparations, des compensations à apporter pour un pillage multiséculaire par différentes formes. Le pillage pur et simple, mais aussi le commerce triangulaire, et puis le commerce inégal, à savoir s'approprier des ressources naturelles à très bas prix ou des produits de base à très bas prix en rémunérant encore comme aujourd'hui les producteurs d'une manière totalement insuffisante, producteurs de café, de thé, de cacao, etc. Nous remettons en cause l'aide au développement comme la prolongation de la politique extérieure et des intérêts extérieurs des États du Nord. Nous voulons une structure de transfert et de réparation qui apporte directement des résultats aux populations concernées, avec des projets de développement élaborés par les sociétés du Sud de manière souveraine, et à l'intérieur des sociétés du Sud, par des groupes qui peuvent bénéficier directement de projets. Quand il s'agit, il y a des projets de développement qui concernent toute une société, et puis dans le cadre d'un projet global, il y a des sous-projets. Et là, dans ce cas-là, il faudrait avoir une gestion ou un contrôle direct de populations locales, de communautés, de villages ou de régions sur l'utilisation des fonds qui viennent en forme de réparation. Alors il faudrait aussi, dans les réparations, nous y ajoutons arrêter de réclamer le remboursement d'une dette qui est illégitime, rétrocéder à des pays des biens mal acquis, c'est-à-dire des Congolais qui veulent avoir une connaissance des cultures du Congo. Est-ce qu'ils doivent venir faire le voyage jusqu'à Tervuren pour découvrir des choses qu'ils ne peuvent pas découvrir à Kinshasa ou à Lubumbashi parce qu'il n'y a pas les institutions culturelles qui le permettent, et ainsi de suite. Est-ce que les Égyptiens doivent aller au British Museum et au Louvre pour voir une bonne partie des œuvres de leurs ancêtres? Donc, dans la restitution, il y a des biens culturels également. Dans la restitution, il y a arrêté, par exemple, les mécanismes de pillage de la biodiversité des pays du Sud par des entreprises pharmaceutiques ou semencières du Nord. Donc ça renvoie aussi à une série de nouveaux mécanismes globaux sur lesquels il faut opérer. On arrêterait les phénomènes modernes de pillage et de transfert de richesses
des pays du Sud vers le Nord, on aurait fait un pas absolument énorme. Quelque part, si on mettait fin à ces mécanismes de pillage moderne, l'aide au développement nécessaire serait beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Et donc, de nouveau, il faudra donc d'abord jouer sur ces mécanismes fondamentaux-là. C'est un peu ce que je disais aussi par rapport à la remise en cause de l'aide au développement. Ça dépend d'où ça vient. Si des acteurs du Sud qui voient l'action des ONG du Nord, voire la subissent, remettent en cause le rôle paternaliste des ONG du Nord ou leurs moyens d'action, c'est-à-dire leur niveau de vie, hein, là je comprends tout à fait la remise en cause. Je veux dire, quand vous voyez des organismes humanitaires arriver dans un pays dans le cadre de programmes d'urgence financés par le Nord, avec des 4x4, avec du personnel qui se déplace en 4x4 à grands frais et qui sont logés dans le plus grand confort, alors que dans le même temps, l'organisme ou l'État qui envoie cette aide d'urgence humanitaire a demandé à l'État du pays en question de licencier du personnel de santé, évidemment qu'il faut remettre en cause la légitimité. Et donc, on le vit tous les jours, ça. Hein. Y a une crise humanitaire dans l'est du Congo, on envoie des organismes du Nord, et l'argent du Nord, de l'aide au développement, va aller à ces organismes du Nord. On va affréter des avions, on va payer du personnel médical du Nord, on va acheter des médicaments à des sociétés pharmaceutiques du Nord, on va consommer du combustible qu'on a acheté au Nord, etc., raffiné au Nord, alors qu'il y a du personnel de santé disponible localement et qu'on pourrait utiliser, y compris acheter à l'Afrique du Sud des médicaments ou au Brésil des médicaments. Donc évidemment, si des organismes du Sud ou des populations du Sud, et dans certains cas du Nord, remettent en cause ce type de comportement des ONG et leur légitimité, je partage tout à fait cette remise en cause. Oui, c'est donc le CADTM, comme d'autres organisations, éprouve d'énormes difficultés à obtenir des résultats politiques du point de vue des décideurs. Donc, par exemple, d'un gouvernement ou d'un parlement. Et si on parle de la Belgique, on peut prendre l'exemple suivant. Il y a quelques années, nous avons obtenu avec un travail de longue haleine avec des parlementaires de différents partis, la rédaction d'une résolution qui a finalement été adoptée par une majorité du Sénat sur la nécessité pour la Belgique de réaliser un audit de la dette qu'elle réclame aux pays du Sud, en commençant par les pays les plus pauvres, qu'elle réclame à l'égard des pays les plus pauvres. Et dans l'attente de la réalisation de cet audit, la Belgique, disait cette résolution, devait suspendre les paiements qu'elle exigeait, les remboursements qu'elle exigeait des pays du Sud, réaliser l'audit, et si au cours de cet audit on identifiait une dette odieuse ou illégitime, renoncer à la récupérer et donc annuler cette dette. Cette résolution a été adoptée par une majorité et ça a bloqué parce que le gouvernement a dit une résolution n'est pas contraignante, ce n'est pas une loi, nous ne réalisons pas l'audit. On avait un ministre des Finances qui s'appelait Didier Reynders, libéral, un ministre de la coopération au développement libéral, Armand de Decker,
qui ont dit clairement, nous ne nous sentons absolument pas tenus d'appliquer cette résolution et il n'y a pas de moyens financiers pour réaliser un audit. Et donc ça remonte déjà il y a quelques années et nous ne sommes toujours pas parvenus à convaincre un nombre suffisant de parlementaires de maintenant transformer cette résolution en l'adaptant en une loi pour obliger la Belgique à réellement agir. Et donc voilà un exemple précis de limite atteindre. Donc même lorsque nous avons l'impression d'avoir remporté une petite victoire, on se rend compte que c'est une victoire à la Pyrrhus parce qu'il manque un élément clé pour réellement appliquer. Donc effectivement, au niveau des résultats politiques, nos résultats ne sont pas à la hauteur des attentes qu'on peut formuler en la matière. Mais ça demande à ces acteurs des ONG et d'autres mouvements de faire un front avec des forces plus larges, notamment les grandes organisations syndicales. C'est d'ailleurs pour ça et c'est très bien qu'au sein du Centre national de coopération au développement, ici en Belgique francophone, participent via leur organisme de solidarité Nord-Sud respectifs, la FGTB et la CSC, et c'est très bien. Maintenant, il faut réussir à effectivement élargir le nombre de forces sociales et citoyennes et politiques qui soutiennent et qui portent dans l'arène politique les priorités que nous mettons en avant. Et donc là, ça demande un effort évidemment important parce que des organisations syndicales ou des organisations politiques nationales vont surtout être déterminées par des problématiques nationales ou régionales ou locales. Et parler donc des questions de la dette du tiers-monde, des traités commerciaux mondiaux, de la politique de l'Organisation mondiale du commerce, de la politique de la Banque mondiale, sort du cadre immédiat d'une série d'interlocuteurs dans un cadre régional ou national. Et donc, c'est un défi à relever. Et on y travaille, mais ce n'est pas évident d'obtenir les résultats qu'on aimerait atteindre. La démarche du CADTM par rapport aux autres acteurs du développement ici en Belgique, c'est très clair, c'est chercher au maximum les convergences. C'est mettre de côté ce qui nous divise et passer soit des accords stratégiques, soit des accords ponctuels pour renforcer des convergences sur des objectifs précis. Et donc toute notre énergie par rapport à nos relations avec les autres acteurs indépendants du gouvernement, est dominée par cette démarche. Donc on n'est pas du tout dans un rôle et dans une situation de compétition. Oui et non. C'est clair que le mouvement tiers-mondiste correspondait, et c'est très bien, à une vague de volonté de solidarité Nord-Sud. Et donc l'altermondialisme s'inscrit là-dedans. Mais quelque part, la prétention de l'altermondialisme, c'est d'aller au-delà de la solidarité Nord-Sud et de la construction d'un mouvement commun où on n'est plus simplement dans un rapport solidaire, mais donc dans un rapport d'unité d'action, de coopération beaucoup plus étroite. Alors le CADTM a
a joué un rôle actif dans la constitution du mouvement altermondialiste. Hein. On a participé à la fondation du Forum social mondial, qui a commencé à se réunir à Porto Alegre à partir de 2001. On a y compris contribué à forger le terme altermondialiste, parce que dans un premier temps, les médias parlaient de anti-globalisation ou anti-mondialisation, et nous avons dit, mais non, nous sommes pour une autre mondialisation. Et pour dire qu'une autre mondialisation est possible, d'où le thème altermondialiste que nous avons contribué à forger directement. Alors maintenant, il faut faire aussi un bilan, certainement, du mouvement altermondialiste, et le mouvement altermondialiste n'est malheureusement pas au mieux de sa forme, je dirais, ces dernières années. Le mouvement altermondialiste traverse une crise depuis 2005-2006, donc ça fait une crise qui dure depuis 8 ans. Il a connu son meilleur moment, le mouvement altermondialiste, je dirais, dans la deuxième moitié des années 90, avec une victoire à Seattle en novembre 99 face à l'OMC, une énorme capacité de mobilisation contre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et le G7 et G8 en 2000-2001. Dans cette foulée-là d'accumulation de succès a été constitué le Forum social mondial qui, quelque part, a regroupé une majorité des forces altermondialistes à l'échelle vraiment mondiale. Tout le monde n'était pas représenté dans le FSM, mais quand même, dans le Forum social mondial, mais quand même une partie importante des forces, tant en Asie qu'en Afrique, qu'en Europe et en Amérique latine et un peu en Amérique du Nord. Et puis, on a été alors l'objet d'attaques importantes, et quelque part notre succès a redéfini la stratégie des grands organismes. Mais au-delà de la capacité à mobiliser encore de manière massive les populations de l'endroit où on se réunit, le Forum social mondial rencontre vraiment une difficulté de définir une stratégie, des priorités, une capacité d'intervenir pour changer le cours des choses. Et on le voit bien, le cours des choses, il évolue d'une manière inquiétante. Et tant sur le plan mondial que sur le plan du continent européen, par exemple, il y a un véritable problème de trouver un second souffle pour le mouvement altermondialiste. On a eu, du côté du CADTM, beaucoup d'espoir avec cette expression d'un mouvement nouveau qui était le mouvement des indignés en Espagne, qui a fait tache d'huile en Grèce en 2011, au Portugal, puis qui est passé l'Atlantique et s'est appelé Occupy Wall Street. Donc ça a généré beaucoup d'enthousiasme de notre part, mais on s'est rendu compte que ce mouvement-là avait une difficulté à se doter d'une structure internationale et de se donner un prolongement, une continuité. Et ce mouvement, qui était très important, auquel nous avons participé, n'a pas été réellement en relation avec la dynamique du Forum social mondial, qui était une dynamique, elle, institutionnalisée, alors que ce mouvement des indignés, c'était une nouvelle génération qui rentrait dans l'action politique, mais d'une manière extraordinaire. Le CADTM participe là où il a trouvé une nouvelle expression au mouvement des indignés en Espagne, c'est le KINCM et la plateforme d'audit citoyen de la dette. Et donc là, il y a une dynamique assez forte dans plusieurs pays européens autour de l'audit citoyen de la dette, et on peut dire que le CADTM a joué un rôle absolument moteur dans ce nouveau phénomène. Mais la dynamique d'audit citoyen en Europe ne couvre qu'une problématique, certes très importante,
la dynamique, la thématique de la dette publique qui est l'argument pour appliquer des politiques d'austérité. Mais nous ne prétendons pas, par l'audit citoyen, rassembler autant de monde que le rassemblait le mouvement altermondialiste au meilleur de son existence, ou le mouvement des indignés, qui rassemble toutes les indignations et toutes les volontés d'alternatives face à la mondialisation qu'on nous impose. Et donc, nous jouons notre rôle dans notre secteur, mais nous souhaiterions nous redéployer avec d'autres réseaux internationaux pour donner une vie nouvelle au mouvement alter. Très franchement, je ne suis pas optimiste, non. Dans le court terme, je suis inquiet parce que je vois que certaines expériences très prometteuses, notamment dans les pays d'Amérique latine, prennent un virage plutôt inquiétant. Donc je pense aux expériences très enthousiasmantes au départ du Venezuela, de l'Équateur et de la Bolivie. C'est surtout ces trois expériences-là qui ont donné un espoir authentique parce qu'il y avait réforme politique avec de nouvelles constitutions démocratiques, contrairement à toute la propagande médiatique pour présenter ces régimes comme populistes, autoritaires, etc. C'était des expériences citoyennes importantes, des expériences de reconquête du contrôle des populations sur leurs ressources naturelles, de redéploiement des services publics, d'affirmation d'une dignité, d'une souveraineté retrouvée et de la volonté d'une intégration alternative à l'intégration conçue selon le modèle néolibéral. Et on a bien sûr eu le printemps arabe qui a été simultané au mouvement des indignés, donc c'est l'année 2011, mais on voit aussi clairement les difficultés de ce printemps arabe, notamment en Tunisie et en particulier en Égypte, à aboutir à des formes de gouvernement démocratique et rompant avec le néolibéralisme. Donc, à court terme, je ne suis pas optimiste. En même temps, je constate que de manière périodique, les populations entrent en rébellion, que des rébellions successives finissent par produire des résultats politiques. Je constate que au niveau du travail du CADTM, il continue à s'étendre et à s'enraciner dans des processus locaux dans un certain nombre de pays, tant en Europe qu'au Sud. Sur le moyen terme et le long terme, je serai certainement, personnellement, pas présent pour le vivre, mais je garde là un espoir enthousiaste sur la capacité des populations à prendre leur sort en main. D'où, du coup, pour moi, la priorité va à contribuer à former la jeune génération. Et c'est une des forces du CADTM dans ces différentes composantes, c'est que la moyenne d'âge des gens qui l'animent, c'est une génération qui a entre 20 ans et 40 ans. C'est la grande majorité des animateurs de ce mouvement. Et donc là, c'est un élément d'optimisme raisonnable pour moi. J'espère que les ONG qui réfléchissent auront une capacité de remise en cause et pour remettre le politique et le structurel, la réflexion sur le structurel au poste de commande, je dirais, dans l'ordre de leurs priorités,
pense que par exemple le CNCD, le Centre national de coopération et de développement, l'a compris ces dernières années et travaille à des campagnes sur des thèmes globalisants et qui renvoient à des problèmes structurels et pas du ponctuel. Et donc là, la crise que traverse la coopération internationale, les dangers que représentent les politiques d'austérité menées par les gouvernements en place, la tendance qui a été, dont on a parlé précédemment dans cette discussion, de favoriser l'humanitaire, l'urgence, les solutions techniques étroites, que ces aspects-là vont être dépassés et qu'on va revenir à une capacité de prendre en compte les problèmes structurels. C'est les défis à relever. En tout cas, nous, on va travailler avec d'autres forces dans ce sens-là.